Le contexte sécuritaire est marqué par diverses menaces et soubresauts dans certaines parties du pays, notamment dans les régions du nord-ouest, sud-ouest, extrême nord. Précision faite par Joseph Beti Assomo, le ministre délégué à la présidence de la République en charge de la Défense, au cours d'une réunion tenue il y a quelques jours seulement dans la ville de Yaoundé. Une sortie qui interpelle quant à la sécurité des élèves, des enseignants et des établissements scolaires dans ces régions en crise. En cette veille de rentrée scolaire au Cameroun, ce sera précisément le 5 septembre prochain. Sera-t-elle donc effective dans ces régions en crise? C'est l'axe principal du débat de ce soir. Mesdames, Messieurs, bonsoir. Cette émission est en direct sur nos différentes pages Facebook, Twitter. Il vous suffit tout simplement de taper Canal 2 International. Et l'axe donc du débrief de ce soir, la rentrée scolaire sera-t-elle effective dans les régions en crise du Cameroun? On en parle avec notre panel déjà bien représenté sur ce plateau. Je commence par Philippe Nonga, coordinateur de l'ONG Un Monde à Venir, qui a longtemps travaillé dans les régions en crise. Bonsoir et bienvenue. Bonsoir, salut à toutes les téléspectatrices et à toute la jeunesse qui nous regarde en ce moment. Bonsoir aux autres panélistes. C'est un plaisir de vous avoir sur ce plateau. Hilaire Marker-Zipan, président du mouvement progressiste, c'est un parti de l'opposition au Cameroun. Bonsoir et bienvenue. Bonsoir Lille, bonsoir à tous les téléspectateurs de la chaîne Canal 2, bonsoir aux panélistes. C'est un plaisir d'être là et de parler de la rentrée scolaire, qui est un sujet très important pour les parents. Merci de votre disponibilité. Charles Ndinkam est cadre au Mouvement pour la Renaissance du Cameroun. C'est aussi un parti de l'opposition au Cameroun. Bonsoir, bienvenue Charles. Bonsoir Lille, bonsoir à mes copanélistes et bonsoir à vos très nombreux téléspectateurs. C'est toujours un plaisir. Vous avez bravé les embouteillages pour être là. Ça circule fortement dans la ville de Douala. Un autre Charles également représenté sur ce plateau. Lui, c'est Charles Elizan-Zan, homme politique qui nous vient du Rassemblement démocratique du peuple camerounais. Bonsoir et bon retour sur le débrief de l'actualité. Bonsoir Lille, bonsoir les invités, bonsoir tous les Camerounais qui nous suivent ce soir. Merci d'être là, le panel présenté. On commence immédiatement par la thématique. Philippe Nonga, vous qui êtes sur le terrain, je vais vous poser cette question. La rentrée, c'est le 5 septembre prochain. Les acteurs sont-ils prêts, selon vous, dans cette partie du pays pour ce qui est du moral, l'état des établissements scolaires, la disponibilité des élèves, des enseignants? Je ne sais pas si les acteurs sont prêts. Je ne peux pas le dire avec certitude. Mais ce que je sais, c'est que ça va être notre rentrée incertaine et très difficile pour plusieurs enfants qui sont dans ces deux régions, comme c'est le cas depuis 5 ans maintenant. Ces 3 dernières années, il faut pouvoir le reconnaître qu'il y a eu une, j'allais dire, une légère amélioration. C'est-à-dire, on est parti d'une situation où il n'y avait pratiquement pas d'école dans ces régions, à une situation où il y a quand même, ces 2 dernières années, des écoles qui réussissent à ouvrir et des enfants qui vont à l'école. Mais il reste et perdure encore des incertitudes pour beaucoup de parents parce que la situation sécuritaire reste très préoccupante dans ces 2 régions. Je suppose que vous savez que nous produisons des rapports sur la situation des droits de l'homme au Cameroun. Et le dernier a été rendu public il y a quelques jours, semaines seulement. Et dans ce rapport, on peut bien voir que dans les régions du nord-ouest et du sud-ouest, pour le seul trimestre, le dernier trimestre, c'est-à-dire avril, mai, juin, nous avons comptabilisé pas moins de 224 personnes tuées dans ces régions
Et depuis le mois de janvier, nous sommes à près de 350 personnes tuées dans ces deux régions. Je vous épargne des incendies, arrestations et autres. Ces 10 derniers jours, nous avons déjà comptabilisé près d'une dizaine de personnes tuées dans ces deux régions. Donc, chaque jour, il y a un événement, il y a une situation difficile, il y a des arrestations. Nous avons d'ailleurs le cas d'une famille qui allait en urgence prendre ses enfants. Donc, il avait décidé que les enfants retournent à Bamenda, mais là, il est reparti en catastrophe de prendre les enfants pour les ramener ici. Donc, pour vous dire que il y aura certainement rentrée scolaire dans ces deux régions, ça c'est sûr, mais elle ne sera pas comme la rentrée scolaire à Douala ou à Yaoundé, voilà, à Bafoussam, à Garoua. Donc ce ne sera pas la même chose. D'accord. Il reste que beaucoup de parents vont encore connaître des souffrances énormes. D'ailleurs, je profite parce que vous me donnez la parole en premier pour dire, je ne vais pas dire merci, mais pour reconnaître le travail que fait certains élus locaux, et en l'occurrence le maire à Douala 3, qui a pris sur lui justement d'apporter un appui aux personnes déplacées qui nous ont approchés. On reviendra peut-être sur ces soutiens-là vers la fin de ce programme. Le temps pour nous de préciser que la rentrée au Cameroun, c'est le 5 septembre, on l'a dit, et l'ère Marker Zipan. On parle des statistiques qui est là, mais il y a quand même une réunion de sécurité où le ministre de la Défense rassure de l'effectivité dans ces régions en crise, malgré quelques soubresauts. Non, le décor de notre pays nous laisse un peu perplexes. Mais prenons les choses comme elles se présentent. Nous avons vu que Boko Haram est un peu circonscrit, d'après ce que dit le ministre de la Défense. Nous nous en félicitons. Nous constatons que la crise anglophone, elle perdure parce qu'elle n'a pas de solution politique. Mais pour autant, le gouvernement a fait des efforts. Et je pense que dans ce sens-là, pour ce qui est de la rentrée, le mouvement progressiste dit qu'il est important qu'on laisse les enfants aller à l'école, quelle que soit la crise. Parce que même en Ukraine, on essaye de faire rentrer les enfants à l'école. Une fois que j'ai dit ça, nous constatons que le gouvernement a fait des efforts pour essayer d'améliorer le cadre scolaire dans la zone anglophone, notamment avec les fonds spéciaux dont pilote le Premier ministre chef de gouvernement. Et là, je pense que la dernière fois, on a fait sortir des statistiques où on a montré des établissements qui ont été rénovés. Mais pourtant, on a rénové un hôpital et par la suite, les sécessionnistes l'ont brûlé. Est-ce à dire que l'effort fait par le gouvernement va être anéanti par les sécessionnistes? Seules les conditions sécuritaires nous diront. Nous pouvons également, dans ce sens-là, dire que le président de la République a changé quand même le fusil d'épaule en ce qui concerne le commandement dans la zone du nord-ouest. Nous avons changé le commandant en chef en ce qui concerne l'armée et la gendarmerie. Nous avons le général Lucienier et Débé Créo. Alors, si l'on regarde les statistiques et qu'on suit le discours du ministre de la Défense, on peut dire, et là je suis d'accord avec Philippe Nangar, qu'il peut avoir une rentrée, mais là elle va être suffisamment chaude. Mais au-delà de ça, l'île, il y a le problème, certainement, qui rend dubitatif tous les parents. C'est cette grève annoncée naturellement par les enseignants qui, ma foi, et c'est l'occasion, j'espère que le gouvernement nous écoutera cette fois-ci, dit que lorsque le président de la République donne des instructions, on ne les discute pas, on les applique. Et j'ai été extrêmement sidéré quand j'ai écouté les membres du gouvernement parler de ces problèmes d'enseignants face aux instructions du chef de l'État. Je ne sais pas si le pays a encore un chef ou si les gens ne respectent le chef. Parce qu'il faut le dire. Le président ne peut pas donner des instructions et les membres du gouvernement viennent nous interpréter les instructions. S'ils ne sont pas en capacité de faire, ils repartent vers le chef pour dire, Monsieur le Président, nous n'avons pas les moyens de le faire et ensuite on trouve les solutions. Donc, on reste dans le cadre des efforts produits par le gouvernement. Oui, il y a une avancée. Dans le cadre sécuritaire, il reviendra donc au ministre de la Défense de nous rassurer et surtout
à ceux qui ont en charge, bien entendu, de coordonner l'enseignement, de respecter les instructions du président de la République. Il n'y a pas de débat là-dessus. Il faut les respecter. Point à la ligne. D'accord. Charles, il y a Charles Dicam, puisqu'il y a deux Charles sur ce plateau. Il y a justement, il parle d'un mouvement au niveau du commandement opérationnel dans cette base-là. Il y a des avancées, puisqu'on a eu des examens officiels avec des résultats. Est-ce à dire que dans les régions en crise, les choses pourraient changer avant le 5 ? Lors des derniers scrutins, il y a eu des résultats aussi. Je ne sais pas si c'est cela qui sera le baromètre. Mais dans l'ensemble, déjà, c'est vrai que le thème de ce soir, attire notre attention sur deux régions principalement. Oui, la région en crise, parce qu'on a déjà fait le débat de façon générale. Oui, mais quand vous regardez déjà à Douala la timidité qu'il y a, alors que la situation sécuritaire est plus rassurante, moi je pense qu'on a un baromètre aussi à Douala, c'est de voir si Bonabéry se vide et les autres quartiers. De ceux-là qui occupaient ces zones, nous on est en train de rouvrir l'école. Voilà, très bien. Donc pour ceux qui y sont, oui, ça a déjà été dit par mes prédécesseurs en parole. À certains endroits, il y aura école. À d'autres pas. En tout cas, l'école sera accessible à certains. Maintenant, il y a les enseignants. Problème non résolu, comme d'habitude. Où au Cameroun, on ne va jamais au bout des choses. On fait toujours une partie et on attend de voir si ça passe ou ça casse. Donc tous les parents à ce moment-là, et au nord-ouest et au sud-ouest et dans le reste du Cameroun, sont sur l'expectative, puisque les enseignants manifestement ne sont pas satisfaits des conditions qui sont les leurs et qu'ils ont décidé de perturber déjà la rentrée de l'école. Mais je veux qu'on insiste sur le fait que ça fait 5 ans que nous essayons pour dire la même chose au mois de septembre. Et la solution, Hilaire Zipan l'a dit, de tout ce qu'il a dit, là, les commandants, les généraux qu'on change, ce ne sera jamais ça la solution. Si ça l'était, je pense qu'on a autant de généraux que l'armée mexicaine ici. S'il fallait. Et là, on vous parle de Dobé Créo, par exemple, qui a fait des preuves dans la région de l'extrême nord et aujourd'hui il est dans le nord-ouest avec une opération spéciale. On a pensé à lui qu'aujourd'hui, c'est le seul dans l'armée, sur les 20 généraux, 30 qu'on a. Non, la solution ne sera jamais militaire. D'accord ? Il fera peut-être un petit peu mieux que les autres, il sera peut-être meilleur stratège, mais la solution reste politique. Il faudra qu'à un moment donné, on envisage une solution politique de manière sérieuse. D'accord. Charles Elie, on a vu lors de cette crise sur le terrain, dans les régions du nord-ouest et du sud-ouest et même dans l'extrême nord, les établissements complètement saccagés par ces séparatistes. On a vu les parents avec une frayeur extrême pour envoyer leurs enfants à l'école. On a eu le bilan tout à l'heure de Philippe. Est-ce que vous pensez qu'aujourd'hui, ça pourrait avoir un impact sur cette rentrée de lundi prochain ? Madame, il y a un impressionnant homme de lettres français qui avait dit que les mots et les termes ont toute leur portée. Les mots sont plus puissants que les balles de fusil. Ça dépend de l'angle par lequel on prend ces mots. Jules Nanga commence par dresser un bilan du nombre de tués. Il y a quelques mois, il y a quelques jours, il est évident que la maman qui a Doum, qui a Woum, qui a Santa, qui est ici en commando à côté, se dit que mais tiens, là-bas, il n'y a pas de vie. Mais sauf que moi, je vais donner des chiffres de ce qui se passe là-bas. Je voudrais dire ici à ceux qui nous écoutent que la carte scolaire camerounaise compte 14 000 établissements publics au niveau de la base. 8 000 privés. La moitié, c'est là-bas, dans le nouveau. Écoutez-moi très bien. L'allocation budgétaire du 2 juin, dans le collectif budgétaire du 2 juin 2022, où l'enveloppe est passée à plus de 650 milliards de francs CFA, dont 11% des 5 000 milliards du budget du Cameroun vont à l'éducation. Et dans cette enveloppe, les 3 quarts, c'était pour le secteur éducatif de ces deux régions en crise. Il faut qu'on se comprenne très bien. 11 établissements scolaires réaménagés, rénovés. 25 établissements scolaires primaires réaménagés. Je ne laisse même les hôpitaux. Mais on se pose donc la question de savoir comment est-ce que l'État, le gouvernement, fait donc tout ce qu'il y a à faire, au-delà de la réponse politique que mon grand frère Charles veut nous faire comprendre, où tout a été concédé, statut spécial, le grand conseiller. Que ça reste sur du papier. Non, c'est effectif. La hausse des représentatifs, la hausse of chief, tout ça leur a été concédé. Le common law, à l'ENAM, la nomination des responsables de ces zones, dans les postes régaliens, dans les ministères, tous sont là-bas.
La seule réponse politique à leur donner, grand frère Charles, c'est de leur donner leur pays. Donnez-leur leur pays, ils vont se calmer. C'est tout. Et même si on est dans leur pays, il y aura toujours des bandits de grands chemins là-bas. Il ne s'agit plus de problèmes politiques. Il s'agit tout simplement du grand banditisme qui se passe là-bas et le terrorisme. Il faut donc qu'à côté d'une réponse sociale, où l'État apporte des solutions aux problèmes posés en fonction de la faisabilité, des priorités et des moyens disponibles, il faut aussi qu'il y ait la réponse militaire pour tenir face à ceux qui pensent que quand un enfant va à l'école, il faut la violer. Nous n'ayons pas peur des termes. Quand un enfant va à l'école, il faut le décapiter. Quand un parent essaie d'envoyer son enfant à l'école, il faut aller le tuer. Et quand un enseignant prend le risque d'aller donner cours, il faut qu'on aille vivre ce qu'on a vécu un samedi à Mother Teresa où on a assassiné nos enfants. Que les gens s'asseyent à la télé pour dire ce qu'ils disent là, ça me fait mal. Nous devons tous combattre cela. Et je suis heureux d'apprendre aujourd'hui que, d'après le dernier conseil municipal de la 4e, oui Charles, que le nombre de déplacés internes venant de ces zones à Bonabéry a diminué parce que tous commencent à rentrer chez eux. Ça veut tout simplement dire que c'est... On voit à New Dedo que les salles de classe sont envahies par des déplacés internes jusqu'à présent. On ne sait pas ce qui va se passer lundi. Dans toutes les écoles. Hein. Tout à fait. C'est normal que ceux qui... Non, le nombre de ceux qui se déplacent, qui rentrent chez eux est plus important que ceux qui sont restés. Et c'est normal que l'État leur accorde des facilités dans les zones pacifiées, les nôtres, pour qu'ils aient accès à l'école dès lundi. Donc moi, je voudrais dire ici que nous sommes tous parents d'un côté, en politique de l'autre côté, mais sachons faire la part des choses, sachons les en garder. La rentrée sera effective le lundi, mais ça ne sera pas comme chez nous. Là, ici, d'accord. Mais il faudrait juste qu'on donne la chance à cette rentrée en ayant tous un comportement et des réactions sincères. D'accord. Philippe, quand on parle de rentrée, ce sont les élèves et les enseignants. Dans les zones en crise, on a encore les problèmes d'enseignants qui n'arrivent pas à retourner dans ces zones-là, des élèves qui sont encore sur place, qui ne savent pas quoi faire. Est-ce qu'on peut à ce moment-ci parler de sécurité de ces enseignants et de ces élèves appelés à regagner les salles de classe dès lundi prochain? Naturellement, non. Je pense que peut-être on m'a fait le reproche d'avoir pris la parole en commençant par parler de mort, mais il a fini également la parole en présentant un peu la physionomie de sécurité dans ces endroits-là, avec des élèves violés, des enseignants tués. Il me rejoint. Donc, du coup, oui. C'est ça, Douala. Comment? Laissez-le terminer, s'il vous plaît. Vous n'avez pas parlé de Douala, vous avez parlé de ces régions. Donc, la réalité, c'est que ce que vous avez dit est vrai. Donc, on ne va pas le nier. Donc, voilà. C'est risquant d'être dans le nord-ouest et le sud-ouest. Dans certaines zones, de toute façon. C'est une réalité. Et ça, il ne faut pas venir faire la fine bouche ici parce qu'il y a des gens qui souffrent. Quand je parle des mairies qui essaient de prendre en charge, nous, on est envahis par les déplacés qui sont ici. Il y en a qui rentrent, mais il y en a qui viennent en même temps. Parce qu'il y a des zones qui restent des zones à risque. Quand je vous dis que ces 10 derniers jours, nous avons recensé plus d'une dizaine de morts. Dans ces localités-là, les gens n'aspirent pas à aller à l'école. Ils savent très bien que ça va être difficile. Donc, c'est une réalité. Donc, on ne peut pas donc dire que la rentrée scolaire est sécurisée là-bas, puisque nous connaissons des fonctionnaires qui ont déserté ces régions et qui n'y sont pas retournés depuis. Là, pour le cas des enseignants et des élèves, qu'est-ce que vous en pensez par rapport à la sécurité? C'est la même chose. Ce sont les deux acteurs. C'est la même chose. C'est la même chose. Moi, je ne vais pas dire à quelqu'un d'aller dans une zone où il va risquer sa vie. D'accord? Nous sommes tous pour l'école. Ça, c'est pas discutable. C'est une très mauvaise option, n'est-ce pas, de choisir d'empêcher les enfants d'aller à l'école. Ça aussi, c'est une personne... Moi, je ne vais pas admettre que les gens acceptent qu'on mette en difficulté les enfants qui doivent aller à l'école. Ça, c'est une réalité. Mais maintenant, le fait est là, c'est que ça reste une zone insécure qui n'est pas propice à ce que les gens fassent leur boulot. Juste pour illustrer que la situation n'a pas changé comme on le pense. Jusqu'aujourd'hui, le ghost town, ça continue. Et pour que les gens comprennent bien, ceux qui sont à Douala, quand on dit ghost town, le lundi, tout est fermé. Quand on dit tout est fermé, ce n'est pas les commerces. C'est y compris l'administration publique. Y compris l'administration publique. L'université, c'est fermé. Les bureaux administratifs, c'est fermé. Alors, vous venez me dire que non, ça va, tout va bien. Non, il y a encore
n'est-ce pas, il persiste, n'est-ce pas, la question, les problèmes sécuritaires dans ces deux régions-là. Nous voulons tous que les enfants aillent à l'école. C'est pour ça d'ailleurs que ici à Douala, pour ceux qui se sont mis en sécurité à Douala, nous essayons de leur apporter de l'aide. Parce que nous savons très bien, nous ne pouvons pas dire aux gens, non, mais rentrez là-bas, parce que, voilà, il y en a qui veulent. Je vous ai donné le cas d'un parent qui avait envoyé ses enfants parce qu'il voulait que cette année, ses enfants retournent fréquenter là-bas. Mais il a dû répartir, les prendre, parce que quand il a appris qu'il y avait à nouveau des coups de feu, il a dit, ah, là, ça va pas. Ça, on a compris. Donc c'est pour dire que votre question, la réponse est claire, la situation reste préoccupante. C'est vrai que les poches de résistance, si on peut dire ça comme ça là, sont de moins en moins nombreuses, oui. Mais il persiste justement des poches de résistance qui mettent en difficulté, n'est-ce pas, les populations. Ça peut être des grands bandits, comme on le dit, ça reste que la situation reste insécure. Je voudrais quand même revenir sur les réponses politiques. Non, je pense que la réponse politique reste attendue. On ne peut pas dire qu'on a évacué, n'est-ce pas, la question politique et qu'il reste maintenant la question sociale. C'est justement la comédie qu'on a voulu faire en parlant des reconstructions, tout ça, alors qu'on a encore le problème entre les mains et qu'on n'a pas toujours réussi à trouver des réponses durables. Et les réponses durables, c'est bel et bien les réponses politiques. C'est bien compris. Il a marqué, il y a des menaces sérieuses évoquées par Joseph Betty Assomo, boycott de l'école. L'école reste la principale cible de ces séparatistes-là. C'est quand même un discours du patron de la défense. Il faut véritablement s'interroger sur la sécurité des élèves et des enseignants, parce que lui-même, il le dit. À l'évidence, l'État doit être garant des biens des personnes. C'est le rôle de l'État. Et je pense que l'armée doit pouvoir faire son rôle, jouer son rôle pour que les gens puissent... Mais le tout sécuritaire ne peut pas solutionner le problème de la crise anglophone. La solution, elle n'est pas que militaire. Et j'ai vu mon ami Elisan essayer de donner des statistiques comme ça. Non, Elisan, il faut faire attention aux chiffres quand on les renvoie. Quand vous dites qu'il y a 8000 écoles, c'est comme s'il y avait 8000 écoles qui fonctionnaient. Non, il n'y a pas 8000 écoles qui fonctionnent. Elles existent là-bas. Et j'ai bien noté que le gouvernement a fait des efforts de rénover certaines écoles pour que les enfants puissent aller à l'école parce qu'elles ont été brûlées pour la plupart et elles étaient inaccessibles. Ça, on peut s'en féliciter. Mais également, Elisan doit dire aux Camerounais que le budget, le BIP, il est très mal consommé. Et s'il a la bonne information, ce n'est pas plus que hier, sur une chaîne concurrente à la vôtre, on nous a donné les taux de consommation du BIP qui se situe au point de vue statistique aujourd'hui autour de 26%. 17% pour le littoral. 17% pour le littoral. On a dit le littoral. Tu n'es pas en guerre. Non. Pour dire qu'on peut s'interroger pourquoi on ne consomme pas le budget d'investissement à 4 mois quand les taux sont l'ordre de 26%. Ça veut dire qu'il y a une malgouvernance. Il n'y a pas un autre mot autre que ça. J'espère qu'on ne va pas s'étiner là-dessus. Mais il y a encore un autre phénomène qu'il faut dire, Elisan. Et là, il faut dire aux Camerounais que quand bien même on est engagé à 26%, le taux d'exécution financière, c'est-à-dire que ceux qui ont été payés par des décomptes, sont d'ordre à peu près 2%. Ça a été dit hier. C'est une chaîne concurrente à celle-ci, pour que les Camerounais vérifient sur YouTube. Et une fois qu'on a dit ça, on a une crise réelle au pays. Au-delà de la crise sociale, il y a une crise financière, qui est une malgouvernance, et qui ne va pas sécuriser la rentrée du point de vue enseignant, M. Elisan. Et vous, tout à l'heure, vous avez pris la parole, vous n'êtes pas présenté dessus. Le président de la République, Paul Biya, a donné des instructions en mars pour dire payer les enseignants. En septembre, le problème est entier. Je le dis avec fermeté. S'il y a à l'intérieur du gouvernement des gens qui tirent contre le gouvernement, il n'y a qu'une seule solution, partir. Parce que quand ils sont en difficulté, la meilleure méthode, c'est de revenir vers le chef, dire au chef, nous sommes en difficulté. Parce que nous ne comprenons pas que le président de la République demande au ministre de l'économie de faire des emprunts pour régler des problèmes qui sont urgents et en même temps refuser de faire des emprunts pour régler le problème des enseignants dont il a donné des instructions. Là, il y a un problème véritable de cohérence gouvernementale qu'il faut régler. Et il ne serait pas bon qu'au-delà de la crise anglophone, celle qui semble être apaisée, comme la nôtre, dans le littoral, puisse le 5
au 9 se retrouver dans la grève. Monsieur Elisan, le RDPC endossera toute la responsabilité. Et nous, en tant que parents, nous ne l'accepterons pas. Parce que lorsque le chef a parlé, tout le monde doit s'exécuter. Si le 5, nous le disons très clairement, le problème des enseignants n'est pas réglé, nous, les partis politiques, nous allons être solidaires. Par rapport aux instructions du chef de l'État, ce n'est pas par rapport à quelqu'un d'autre. Parce que lorsque le président a donné des instructions, il faut les régler. D'accord. Alors Charles, la rentrée scolaire, c'est un rendez-vous important d'une nation et avec de nombreuses crises. On a cette grève, menace de grève de OTS annoncée. On a cette crise dans le Nozo, on a Boko Haram dans l'extrême nord. À ce moment-ci, on se demande bien qu'est-ce qui va bien se passer le 5 ? Parce que ça tire de tous les côtés et précisément dans ces régions où on a véritablement du mal à subvenir aux petits besoins. Et là, maintenant, c'est quand même un grand rendez-vous de la nation. Je suis obligé de dire, de m'interroger, de nous interroger, nous tous en même temps. Est-ce que ailleurs que dans le Nozo, quelque chose va bien ? On voit quand même l'effervescence à Douala, Yaoundé, d'autres, mais là-bas, au moins, c'est très compliqué. Oui. Pour reprendre le champion de Charles Elisan, il avait dit que quelque chose n'était pas synonyme de vitalité. Il avait dit quoi encore? Je ne sais pas si on peut le voir. L'agitation n'est pas synonyme de vitalité. Donc l'effervescence, bon, je ne sais pas. Je suis embêté parce que, en fait, la crise sociale, elle est partout. Partout. Là-bas, nous parlons de l'école et de savoir si, du point de vue sécuritaire, ils pourront y accéder. Mais voilà, l'école, ils vont payer ces écoles avec quoi? Si nous, à Douala, ici, on n'arrive pas à payer, eux, ils vont payer avec quoi? Ils travaillent quoi là-bas? Je pense que vous avez dû être au courant, vous avez dû entendre parler de la sortie d'un responsable de la CDC la semaine dernière. Ils doivent des dizaines de milliards à leurs employés. Des dizaines de milliards. Les parents sont en difficulté. Bon, alors voilà, ne serait-ce que ceux-là qui sont de ces régions-là aussi. Ils vont aller à l'école comment? Ils n'ont même pas les 36 000 francs de Grégoire Ouna. Ils ne les ont même pas. Les 36 000 francs de Grégoire Ouna. Ils ne les ont même pas. Ils sont à 20 et quelques milliers, ils cumulent des années d'arriérés de salaire. Et cette structure, je le rappelle aux Camerounais qui nous suivent, c'était le premier employeur après l'État. Voilà. Donc, nous sommes dans une configuration où à la crise sociale se mêle la crise sécuritaire. Il y a amélioration. Je persiste et je signe en disant que nous irons d'amélioration en regain d'insécurité, d'amélioration en regain d'insécurité, tant que la véritable solution ne sera pas apportée à ce problème. Je pense que il y a 4 ans ou 5 ans, il y avait beaucoup moins de bandits et de voyous qu'il y en a aujourd'hui qui se sont introduits armes au poing dans ces régions. Au départ de cette crise, en tout cas, la majeure partie d'entre eux était censée être une branche armée qui disait avec des armes ce que les autres ne faisaient que penser et ou exprimer. On a leurs représentants qui sont à Yaoundé. Pourquoi on ne parle pas avec eux? Je veux dire, nous sommes dans un pays aujourd'hui où je ne vois pas ce qui choque. Il y a des anciens prisonniers et voleurs qui vont au palais de l'unité. Pourquoi ne pas parler avec ces compatriotes là aussi? Je veux dire, moi ça ne me choquerait pas du tout. On n'est plus choqué par rien ici. Alors tant qu'à faire pour que ça profite à la population, au Cameroun tout entier, parce que je rappelle que cette crise nous coûte cher à tous, et à tout point de vue. D'accord. Et nous n'avons pas les moyens de la supporter plus longtemps. Alors Charles, Elie, on parle des difficultés des parents dans ces zones en crise au regard du contexte sécuritaire. On se sera attendu à ce qu'il y ait des actions plus concrètes sur le terrain, notamment le paquet minimum par exemple, qui reste attendu dans ces zones-là, pour essayer d'aider les uns et les autres à mieux préparer cette rentrée du 5. Madame, vous savez, nul ne peut se préparer à ses propres turpitudes. Il faut le prendre en 3 secondes avant de répondre aux 3 autres. Là, c'est très important. J'ai suivi des choses ahurissantes sur ce plateau. Je voudrais vous dire, il a cité le nom d'un élu qui apporte des solutions aux déplacés internes de ces régions qui sont ici à Douala et Poupa. Heureusement qu'il est du RDPC. Merci. Parce que ça devient de l'affaire du RDPC. C'est un problème social, c'est pas un problème de parti politique, c'est une question de société. C'est bon. Je vous ai fait dans ce qu'on appelle la maturité socratique que vous disiez que ce n'est pas un problème politique. Concernant un parti politique. Donc c'est pour faire comprendre aux gens que lorsqu'il faut amener la politique, il va donc citer ceux
du RDPC qui pose les actes. On va pas faire la publicité des gens, voilà. sinon vous allez passer à la caisse. Si vous citez les noms, vous allez passer à la caisse. Elle est mère, elle n'est pas un homme. On ne fait pas la publicité des individus. Donc pour dire qu'on peut le citer. Mais maintenant, je voudrais dire à mon grand frère Charles Ndikam que rien ne marche au pays, mais le MSF marche quand même très bien. Vous avez fait un très bon meeting samedi. Donc il y a quand même quelque chose qui marche dans ce pays. Et je suis surpris que tu penses que cette crise sera réglée en prenant des exemples sur Atanakuna, parce qu'il faut le citer, qui aurait été reçu à la présidence. Mais au même moment, si vous avez fait des concerts avec Valsero à Paris et que les ambassadeurs étaient dans la salle avec vous... Il ne faut pas faire dans la diversion. Non, madame, laissez-moi parler, s'il vous plaît. Allez, dans quelques minutes, pour qu'on retourne vraiment dans le débat. Non, s'il vous plaît. Il ne faut pas faire de la discussion sur ce plateau. C'est pour dire que si... Non, ce n'est pas discussion, c'est très important. C'est pour dire que si Albert Zonga dit que le plus gros gain que vous avez eu étant en prison, c'est le rapprochement avec l'Amazonie, vous savez de quoi vous parlez. Maintenant, je voudrais dire à mon frère, c'est très important, on s'est compris. Vraiment, allez-y, je voudrais dire à mon frère Philippe Nanga que sur le sujet. Combien... Je suis dans le sujet, madame. Oui, allez-y. Non, vous avez fait un peu de diversion et puis vous êtes revenu. Non, je ne vous permets pas, ce n'est pas la diversion. C'est important. Ce n'est pas la thématique. Je dis c'est important, c'est une thématique. Et pas du nozo. Et des solutions à trouver quand les gens font des raccourcis pour aider ces ambassadeurs-là à accéder au pouvoir. Allez-y. Parce que c'est aussi l'une des raisons qui font que cette crise perdure. Si tous les partis politiques, il faut les citer, étaient focus sur le fait de régler sincèrement ce problème, il y aurait moins de soubresauts là-bas. Je peux citer le MP, qui est un parti républicain. Vous ne pouvez pas refuser d'aller au grand dialogue et aller vous asseoir avec les autres. Quelles résolutions du MP vous avez pris en compte? Voilà. Il m'a coupé. Non, allez-y. Les pages, là. Dis-moi ce que ton président a pris dedans, il a pris. Le statut spécial, il a pris. Voilà. C'est le MP qui a écrit ça. C'est le MNC. Bon, vous allez vous asseoir devant deux députés françaises aux toilettes. C'est votre place là-bas. Maintenant, M. Philippe Nanga, combien d'ambassadeurs sont partis du bush pour rejoindre les centres de désarmement? Il faut donner ces chiffres. Combien... Vous avez les chiffres, donnez-les. Non, je vous laisse faire. Vous êtes sur le terrain. Combien de déplacés internes avons-nous aujourd'hui? Avions-nous il y a 1 an, 2 ans, 3 ans? Aujourd'hui, je le dis haut et fort, là-bas, ce n'est plus un problème politique. C'est que des hordes de bandits en ont profité pour s'ériger en seigneur de guerre. Oui, Ndikam l'a dit. C'est tout. Oui, donc, tout ce que vous avez parlé de politique là et tout, ce n'est plus là. Les réponses politiques ont été données. Et je veux dire que la seule position politique qui vous arrangerait, vous, c'est leur donner leur pays. C'est tout. Tout a été donné. Maintenant, Hilaire, qui a quand même beaucoup de respect pour toi, je voulais te dire que la voix la plus autorisée dans ce gouvernement, c'est le porte-parole. Si en une semaine, on a assisté à 2 réunions, une où le ministre de la Défense présidait une réunion de sécurité avec le ministre de l'administration territoriale, tout ce qu'il y a comme force de FMO, FDL de ces régions, pour parler de ce qu'ils ont apporté comme arsenal sécuritaire pour cette rentrée. Et 3 jours après, on a le ministre de la Communication. Autour de lui, l'AT toujours, éducation de base, enseignement secondaire et supérieur. Fonction publique. Fonction publique, pour parler de ce qui se passe en termes de traitement des dossiers. C'est pour dire quand même que ils ont donné des réponses. J'ai 16 pages ici de ce rapport. Je vais te l'envoyer pour que tu le lises. Je voudrais aussi dire à ceux qui nous écoutent que je ne suis pas partisan de ceux qui trouvent des problèmes aux solutions. Ouais. Moi, je trouve des solutions aux problèmes. Tout à fait. Maintenant que l'État a donné des solutions sur lesquelles il faut avancer, vous analysez la dialectique. C'est quoi les solutions? Tout à fait. Par exemple, pour l'argent. Sur 1215 enseignants, il n'y en a que 37 qui restent. Ah bon? Oui, d'après le rapport d'un responsable syndical. Et ce sont ces 37 là, par exemple. Ils donnent un rapport. Les enseignants demandent de l'intégralité. J'arrive, voilà. C'est pour dire donc que, en fonction, c'est vous qui parlez de la vie chère, de l'inflation. Même comme c'est devenu le gouvernement de ce pays aujourd'hui qui a un problème d'inflation. Mais à partir du moment où on règle le problème des enseignants, on règle aussi celui des journalistes, on règle aussi celui des médecins, on règle aussi celui... Donc c'est pour dire que, en fonction de l'enveloppe disponible, on essaie de faire des choses pour gérer le problème. On ne peut pas gérer le problème des enseignants tout d'un coup et oublier les autres pans de la société. On a commencé à le faire crescendo. Si on est parti de 1300 par là à 300 aujourd'hui, ça veut dire qu'on a quand même géré 1200. Parler à votre collègue de finances qui fasse moins de rabattement aussi à ses camarades. D'accord, c'est bien compris. Ça, c'est un autre... Maintenant, c'est important de me couper. Non, c'est important. On a déjà débattu de ce sujet-là sur ce plateau. Vous allez permettre d'avancer. Permettez. Monsieur Elisan a essayé avec une technique de diversion. Monsieur Elisan, parlons concrètement. Oui. Le président de la République, en mars, a donné des instructions qu'on paye. Il n'a pas demandé de payer à moitié. Non.
Non. Bien. Non. Le président de la République a demandé de payer en fonction des disponibilités financières. Justement, bien. Maintenant, sans oublier les autres pans de la société. Merci. Il a dit ça? Non, il n'y a pas d'autre. Ouh là là. Elisa, on a le texte. Vous pouvez Il n'a jamais dit ça. J'ai le rapport. Mais les ministres, le président n'a jamais demandé qu'on paye partiellement. Mais non, il n'a jamais dit de payer partiellement. Ça dit 16 pages. Tu Oui, n'as pas lu. et ce rapport dit quoi? Tu as le nombre de tueurs ou nos autres. Ce rapport dit quoi? Il a marqué. Allez-y. Non, c'est bon, on l'a déjà fait. On ne peut pas lire puisqu'on a déjà fait sur ce plateau. Ce n'est pas une interprétation. Je peux dire un mot. Je peux dire un mot. Oui. Mais Elisan, je vous dis, si vous tombez dans le piège, c'est une diversion. Monsieur Elisan, Oui. les rapports de les recettes de l'État du Cameroun sont les suivants. À l'instant T, proposition, évaluation du ministère des Impôts, nous sommes à plus de 28% collectés aux impôts. 28%. Vous voulez que je vous donne les chiffres? Nous sommes à 1815 milliards et on attendait 1402 milliards. On a 400 milliards de plus. Non. Aux impôts. Il faut préciser que Merci. au deuxième trimestre 2022, ça a largement dépassé les espérances. Laissez que je continue. Non, ce que vous donnez, c'est pour l'année. Ne me perturbez pas. Ne me perturbez pas. Deuxième chose, la douane. Nous sommes au-delà des espérances. Voilà. Je rappelle que les recettes de l'État sont de deux ordres. Dans le domaine, je suis financier également comme vous. Recettes fiscales, tout ça. Et... Non, c'est pas et. Il ne faut pas dire et. Il ne faut pas perturber les téléspectateurs. C'est les impôts et la douane. À cela, on ajoute les rentes. Bien. C'est trois rubriques. Il ne faut pas qu'ils vous perturbent à la maison. Nous sommes dans les espérances attendues. En douane, en deçà. En plus. En impôts, en plus. Ah, ok, c'est bon. Donc, il n'y a pas de raison que nous ne pouvons pas satisfaire ce qu'on a budgétisé préalablement. Il n'y a pas de raison. Il n'y a pas de raison. Maintenant. C'est lui qui embrouille. S'il vous plaît. Je peux avancer. Prenez les notes. Je peux avancer. Prenez les notes. Je peux avancer, Elisan. Bien. À partir de ce moment, monsieur Elisan, l'endettement du Cameroun peut permettre d'être pris pour régler un engagement du chef de l'État. La voie la plus autorisée au Cameroun, ce n'est pas le ministre de la Communication. Je suis désolé, il faut le lui dire que la voie la plus autorisée au Cameroun, c'est le président de la République. Ensuite, le dernier élément que je voudrais dire, c'est que d'une manière zélée, on ne règle pas un problème par un argumentaire de la force. D'accord. J'ai vu les ministres venir à la télévision, il faut le dire, traiter les gens de chantage. Lorsqu'on a un panne d'arguments, on utilise le langage de la force. Donc, par conséquent, je voudrais dire, j'ai dit que le 5, j'ai dit, monsieur Elisa, le 5, s'il n'y a pas les parents, s'il n'y a pas les parents, s'il n'y a pas école, nous allons aider le gouvernement à appliquer les autres choses. C'est bon. Alors, Philippe, pour évoluer dans le débat et recentrer le débat, est-ce qu'il n'est pas temps de repenser finalement le modèle éducatif dans ces régions en crise actuellement, au regard de tout ce qui se passe? Oui, je m'adresse à vous, Philippe. Oui, donc, je dis le modèle éducatif, on ne va pas faire un modèle éducatif spécifique à ces régions. Je ne suis pas certain que ce soit une solution. En termes d'architecture des établissements, organisation des enseignements, parce que le contexte s'y prête. Je milite pour que la crise trouve une solution durable. Je ne milite pas pour que on trouve qu'on trouve des solutions conjoncturelles. Non, c'est une situation connue, c'est un problème connu qui appelle une solution connue, qui soit durable, et elle est politique. On le sait très bien. Même si aujourd'hui on sait qu'il y a des bandits de grands chemins, c'est une réalité. Et pour dire à M. Charles Elisan, malheureusement, les bandits de grands chemins, ce n'est pas seulement chez les gens qu'on nomme ambazoniers. Hein. Moi, j'ai fait la route pour la Bamenda. Vous avez des checkpoints qui sont assurés par le personnel de l'État du Cameroun qui fait de l'arnaque. Là, c'est autre chose. Non, c'est pas autre chose, c'est la même chose. Vous ne voyez pas que c'est eux qui ont fait je vous dis, je vous rassure, c'est juste pour vous dire que
cette situation sécuritaire n'est pas seulement le fait de ceux qu'on nomme des grands bandits, mais il y en a aussi des gens qui n'ont pas d'armes, qui sont de véritables bandits aussi, ils sont à Yaoundé. Comme cela, des gens, on doit les désarmer. On les empêche de voler. On les empêche de voler. On les empêche de voler. Donc, je pense que la solution est connue. Elle est connue. Parce que même la grande messe qui a été organisée à Yaoundé sous le label de Grand Dialogue National a fait des suggestions qui n'ont jamais été prises en compte, mises en œuvre. Non, je suis pas d'accord. Si on avait au moins commencé à mettre en œuvre les conclusions de cette grande messe, on aurait certainement réglé un certain nombre de problèmes là-bas qui auraient aussi apaisé la situation sociale et peut-être permettre aux enfants d'aller à l'école de manière plus sécurisée. Aujourd'hui, il faut le dire, les gens attendent toujours ces réponses politiques. Et on le sait, il ne faut pas se voiler le visage. L'État du Cameroun, le gouvernement du Cameroun a fait le choix, n'est-ce pas, de régler cette crise par la voie militaire. Et ça fonctionne pas. L'implémentation de la décentralisation Ah mais non, ne parlons pas de l'implémentation. Alors là, on est très loin. Hein. Voilà. Donc je crois que ce n'est pas la préoccupation de notre gouvernement. Ils pensent qu'ils ont les moyens militaires et qu'ils vont réprimer des gens. Et ce qui se passe jusqu'à... Quand vous entendez des morts, c'est pas que les gens qu'on appelle ambazoniens ou les civils, c'est aussi nos forces armées de sécurité qui tombent tous les jours. Parce qu'on expose des enfants, on envoie des jeunes là-bas et ils se font massacrer tout le temps. Et parce que les gens à Yaoundé pensent que, apparemment, ça leur donne beaucoup d'argent de maintenir cet état des choses dans les deux régions. Et donc, du coup, on reste aujourd'hui dans l'insécurité totale qui est entretenue, moi je le dis, depuis Yaoundé, parce qu'on sait qu'on peut régler cette affaire autrement, mais on ne fait aucun effort. On a des leaders. S'il vous plaît, on a des leaders. Respectez l'opinion des uns et des autres. Je vais vous prendre un exemple. Comment on respecte le vaudois? Le REDAC a entrepris d'organiser ce qu'on appelle des dialogues communautaires, c'est-à-dire de réunir les chefs traditionnels, les leaders de ces régions-là et la société civile pour discuter, essayer de comprendre ce qui se passe et comment en sortir. Nous sommes, bien entendu, nous sommes arrivés à Yaoundé pour une rencontre plus importante dans le même sillage. Elle a été interdite. Elle a été interdite par le gouvernement du Cameroun. Vous pouvez expliquer pourquoi? Une organisation qui veut réunir des gens pour réfléchir à sortir d'une crise, on interdit, n'est-ce pas, cette rencontre-là. C'est pour vous dire qu'il y a des gens à Yaoundé qui gagnent beaucoup d'argent, apparemment, en entretenant, n'est-ce pas, la guerre et la situation sécuritaire que nous vivons dans le nord-ouest et le sud-ouest. C'est bien compris. C'est une réalité. Charles, il y a des enlèvements, il y a des engins explosifs, il y a tout ce qu'on peut imaginer dans cette partie du pays-là, et certains parents souhaiteraient véritablement qu'on repense cette rentrée scolaire avec des méthodes plus adéquates pour sécuriser les personnes et les biens. La méthode qui ferait que, et encore, puisque les militaires eux-mêmes sont des cibles. La méthode à laquelle vous faites allusion, je pense, là, ce serait mettre un soldat derrière chaque enfant et derrière chaque enseignant. L'État en a-t-il les moyens? Non. Vous voyez encore jusqu'aujourd'hui, quand les gouverneurs et autres vont... Il a été installé dernièrement un sous-préfet. Il demandait à la population c'était les arbres. Donc, si eux-mêmes ne peuvent pas se déplacer en toute quiétude, demandez au gouverneur et au préfet de là-bas d'envoyer ses enfants tout seuls à l'école en marchant à pied pour voir si c'est possible. Donc, la solution, elle n'est pas là. Charles Élise, tout à l'heure, vous prenez ça pour une plaisanterie, mais je pense que quand il y en aura 2 ou 3 qui seront tombés dans votre famille, ce que je ne souhaite pas, peut-être que vous plaisanterez moins. Le grand dialogue, toutes les propositions qui ont été faites, et par les présents, et par ceux qui ont été consultés avant, en l'occurrence le MRC. Dites-moi, est-ce qu'il y a un document? Mais écoutez, le Premier ministre a reçu tous les... S'il vous plaît. A reçu tout le monde. Voilà, le Premier ministre de cette République a reçu tout le monde. Et toutes ces rencontres ont été sanctionnées par des documents qui lui ont été remis. À la suite de cela, certains sont venus participer à votre coterie et d'autres pas. Bon, est-ce que vous pouvez me dire, même ceux qui sont venus participer à cette coterie, quelle est la synthèse qui a été faite par votre gouvernement et en disant, Monsieur Nanga a proposé ceci, nous trouvons cela judicieux, d'ailleurs on lui demande de venir nous voir pour qu'on affine, Monsieur Untel a proposé ceci, et rien. Et rien. Et rien.
vous n'avez essayé que de parler de ce que vous aviez envie de faire, vous et vous seul. Le problème est le suivant, c'est que quand, des années plus tard, il n'y a pas de résultat, l'humilité, qui n'est pas dans votre ADN, qui consistera à dire « Ah, peut-être que ce n'était pas tout à fait complet et qu'il faudrait qu'on envisage d'écouter les autres. » Je parlais sur un autre plateau de choses qui se font tellement simplement ailleurs. Vraiment, je veux qu'il soit un dieu pour vous. Mais il ne reste que le président de la République, un humain. Dites, mais il se fait ailleurs. Il se fait ailleurs que quand le pays est en danger. On reçoit tout le monde, toutes les composantes de la société, pour essayer de leur demander qu'est-ce que vous en pensez, éventuellement, quelle solution vous avez. Bon, alors des gens qui... Un Premier ministre qui n'est pas écouté par ses ministres, vous allez lui rendre visite pour lui dire quoi? Des ministres qui s'engueulent eux-mêmes, entre eux. Là où il y a des clans, vous allez leur dire quoi? Puisque tout le monde se réclame du père. Et un père qui est absent, qu'on ne voit que quand il reçoit des ambassadeurs et son petit-fils Macron. Qu'est-ce que vous voulez qu'on fasse? Vous pouvez me dire si depuis 5 ans, 1400 morts, ne serait-ce que parmi nos enfants qui portent les armes, sans compter les milliers d'autres, ça ne suffit toujours pas à ce que ce monsieur se manifeste? D'accord. Alors... Hilaire Marquer, il y a que la rentrée, je ne vous ai pas censuré, je ne l'ai pas dit sur ce plateau, je vais vous poser la question, vous restez juste calme et vous attendez. Alors Hilaire Marquer, il y a justement cette rentrée-là qui s'annonce, il y a des parents qui souhaiteraient donc avoir l'assurance des pouvoirs publics quant au démarrage effectif de lundi prochain, dans un contexte pareil. Au-delà des grands discours, qu'est-ce qu'on peut concrètement leur servir, puisque le ghost en continue, des enlèvements se poursuivent, les engins explosifs, ça va, mais on a des discours au niveau de Yaoundé, des discours à tous les niveaux, mais sur le terrain, quand vous parlez avec des gens qui viennent du nord-ouest, du sud-ouest, c'est très compliqué et on reste quand même dans les points d'interrogation. Je voulais rassurer M. Elisan que je vais être très court pour qu'il ait la parole pour dissimuler, comme d'habitude, le mal. Ça fait pas plaisir. Non. Ça à quoi vous jouez? Non, oui, la chose la plus importante, Elisan, c'est que Philippe Nangala dit, si la solution de la crise anglophone avait été celle-là que nous attendons, il n'y aurait pas de grève tous les lundis. C'est aussi simple que ça. Le lundi, la grève qu'il y a dans le Nozo est une manifestation que la solution au problème posé n'est pas ce que nous attendons. C'est ce que ça veut dire, politiquement. Parce qu'il n'y a pas de raison que les gens y adhèrent à des mots d'ordre, des bandits. C'est aussi simple que ça. La deuxième des choses, et moi je voudrais toujours qu'on qu'on ait à l'esprit les solutions et le Cameroun. Lorsque l'on essaye, devant une situation pareille, et vous l'avez si bien dit, que les parents veulent que les enfants aient à l'école, et qu'en même temps nous avons les mots d'ordre de grève venant des enseignants, nous allons à nous interroger. Mais voyez-vous, madame, il y a une unicité de la caisse dans la gestion du Cameroun. Et celui qui tient la caisse, c'est le ministre des Finances. Vous avez vu que dans toutes les conférences, il n'y a pas le ministre des Finances. C'est au ministre des Finances qu'il faut poser la question. Avez-vous la capacité de payer les engagements pris par le chef de l'État, oui ou non? C'est-à-dire que le problème, il est là, mais le ministre de la Communication, il ne gère pas les finances de la République. Il peut prendre le rapport qu'il veut, mais si le ministre des Finances dit qu'il n'a pas l'argent, il n'a pas l'argent. Donc, c'est en fait au ministre... Le seul mot, c'est payer. Voilà. Le ministre des Finances, c'est à lui. Ce d'autant plus que, si vous avez bonne souvenance, quand le président a donné complètement cette instruction-là, le directeur du budget au ministère des Finances s'est accaparé de la chaîne nationale pour nous expliquer que tout ça est programmé et que ça va rentrer dans les canaux budgétaires comme prévu. Et mieux, il a dit que si on aurait trouvé par l'argent, on va s'endetter. Je suis financier, madame. Je dis que le président de la République peut s'endetter. On peut s'endetter de 180 milliards pour nous épargner de cette péripétie que nous avons. Et c'est presque 180 milliards. Donc, il y a dans le gouvernement deux catégories de membres du gouvernement. Ceux qui veulent que la chose perdure. Philippe Nangala dit, et Charles a dit, Charles Dikam l'a dit, il y a ceux qui veulent que ça perdure parce qu'ils tirent profit de cette situation-là et ceux qui veulent qu'on solutionne les problèmes malgré les difficultés que nous avons. Et je suis de ceux-là. Il faut que les enfants aillent à l'école. L'école est sacrée. Et je dis au cher ministre que si lundi il y a grève, nous allons appliquer tous les instructions du chef de l'État. D'accord. Parce qu'il n'y a qu'un seul genre dans ce pays,
C'est le président Biya. Charles Eli, quel discours tenir à ses parents qui nous regardent dans le nord-ouest, le sud-ouest et même l'extrême nord avec Boko Haram pour les rassurer? Parce qu'on a quand même une situation qu'on ne peut pas ignorer sur ce plateau qui existe dans cette zone-là. Les uns et les autres ont fait le tableau. Vous, en tant que membre du RDPC, quel est le discours à tenir à un parent ou à un élève dans cette zone-là? Non, votre question est bizarre. Il n'y a pas un discours. Il n'y a pas un discours d'un militant du RDPC à tenir aux parents qui sont là-bas, non. Puisque vous êtes au pouvoir, vous représentez le RDPC sur ce plateau. Justement, quand vous dites que ceux qui sont au pouvoir ont fait une conférence de presse, vos invités mettent en touche ce qu'ils ont dit. Vous voulez encore non, on ne met pas en touche puisqu'on a déjà débattu. Si vous avez suivi... je suis en train de dire ce qui s'est passé avant-hier. Vous n'êtes pas sur Canal 2 International. Le ministre des Finances était on a fait un débat sur ce plateau hier en direct de Yaoundé avec tous les membres participants de cette réunion-là. Donc vous ne pouvez pas revenir sur un débat. Oui, allez-y. Donc Zanker du RDPC n'a pas dit quelque chose de mieux que ce que ça a dit. Et tous les ministres concernés, et dans la sécurité et dans l'éducation, ont dit. Oui. Donc Zanga n'a rien à dire là-dessus. Tout ce que Zanga a dit, c'est qu'en tant que parent, il veut que la rentrée scolaire soit effective lundi. C'est tout ce que je veux. Non, pas fini, madame. Oui, allez-y. Voilà, le reste que j'entends là, ça c'est autre chose. Et qu'en tant que parent, si ça n'a pas lieu, nous allons nous mettre tous ensemble. Pourquoi vous ne voulez pas que leur réponde? Non, on n'est pas ici en train de faire le ping-pong entre les uns et les autres. Non, je ne fais pas le ping-pong ici avec les uns et les autres. Vous comprenez, je ne fais pas ce n'est pas je réponds à A ou je réponds à B. Non, madame, on va dans un débat avec un canevas bien précis. Quand on parle du grand dialogue, on n'a pas du grand dialogue. Et que certains estiment que les résolutions du grand dialogue n'ont pas été respectées. C'est faux. C'est faux, madame. C'est au grand dialogue qu'on a demandé le statut spécial. Est-ce qu'il n'y a pas de statut spécial? C'est au grand dialogue qu'on a demandé la common law, les normes. Est-ce qu'il n'y a pas la common law? C'est au grand dialogue qu'on a demandé la libération de certains prisonniers politiques. Est-ce qu'on n'a pas libéré son patron? C'est au grand dialogue qu'on a demandé que les enfants de ces zones soient nommés. Est-ce que ça n'a pas été fait? Les gens veulent quel genre de réponse politique? On a arrêté. Pour me dire aujourd'hui. On a arrêté le patron du MRC. On a arrêté le MRC pour le problème du Nozo. Grande expression de parler. Parce que tu as dit non, vous avez dit pour apaiser. Ah, non, tu me connais très bien. C'est même vous qui l'avez demandé. Pour apaiser l'atmosphère politique ambiante, il faut libérer certains leaders politiques. On a libéré. C'est bien, vous avez répondu à tout le monde. Quand je viens me dire que le grand dialogue n'a pas. Donc le problème est ailleurs, madame. Mais on a compris. Il reste 5 minutes pour terminer le débat sur ce plateau. Je commence par vous. Non, s'il vous plaît. Et ailleurs, pour toi, tu penses que on a 5 minutes pour sortir de ce plateau. Je commence par vous, Philippe. Votre souhait. Quand tu dis le problème ailleurs, il y a un seul problème. S'il vous plaît, permettez qu'on termine en beauté. On a 5 minutes pour sortir de ce plateau. Je commence par vous en quelques mots, Philippe. La rentrée, c'est lundi. Il y a toujours des incertitudes qui persistent. Vous qui êtes sur le terrain, quelle est la dernière proposition pour éviter des incidents ce jour-là du côté de ces zones? Je n'ai pas de solution pour qu'on évite les incidents, mais je réitère ici qu'il est urgent que le gouvernement du Cameroun consente enfin à régler définitivement cette question-là en apportant une réponse politique qui est la seule réponse durable. Et elle passe par l'ouverture d'un vrai cadre de dialogue, n'est-ce pas, inclusif, qui appelle tous les enfants, tous les fils et filles de ce pays autour de la table pour penser, n'est-ce pas, une solution durable. C'est ça qu'il est question pour qu'on sorte définitivement de là. Maintenant, j'appelle simplement toutes les bonnes volontés qui sont sur l'ensemble du territoire national, parce que les déplacés aujourd'hui, c'est sur l'ensemble du territoire national. Oui, j'appelle les bonnes volontés à apporter du soutien à ces déplacés qui sont partout, qui ont déjà du mal à trouver une habitation, des habitations, qui ont du mal à trouver à manger et qui ont du mal à mettre les enfants à l'école quand on sait qu'aujourd'hui l'école est devenue chère, c'est devenu une affaire des grandes personnes, des personnes qui ont beaucoup d'argent. D'accord, Charles, au MRC, le souhait pour lundi, le 5, dans les régions en crise, au regard de toutes nos réalités? Mon souhait, ce sera au-delà du MRC, celui d'un parent, d'un grand-parent, c'est d'espérer que tous les enfants puissent aller à l'école. Mais bon, c'est un vœu pieux, sachant que tous ne le pourront pas. Mon souhait, c'est que les uns et les autres, les protagonistes de cette crise, surtout ceux qui sont en face, comprennent que ces enfants-là, c'est le Cameroun de demain.
que ceux qui sont à Yaoundé réalisent que, bon, c'est vrai, peut-être que leurs enfants sont au Canada et ailleurs, mais ceux qui sont là aussi ont besoin d'éducation. Donc les uns et les autres y mettent du leur et qu'individuellement, chaque Camerounais regarde un petit peu autour de lui. Et je suis sûr qu'en parcourant 100 mètres dans nos différents quartiers, on rencontrera des nécessiteux de cette zone et d'ailleurs à qui on pourra peut-être redonner un petit peu de sourire. D'accord. Hilaire Marquer au MP. Il faut braver le ghost en lundi pour que les élèves soient en classe. Ah, ça, c'est évident. C'est évident. Nous ne cesserons jamais parce que nous avons bénéficié de la formation de la République pour être ce que nous sommes. Je pense qu'il est tout à fait urgent et important, et c'est un cri de cœur que les jeunes gens puissent aller à l'école et que nécessairement l'État puisse faire un peu plus que ce qu'elle fait aujourd'hui, pour que les enseignants puissent reprendre la craie. Il ne serait pas acceptable, tout à fait présentable au niveau de l'opinion nationale et internationale que le lundi le 5, que l'on trouve des enseignants qui n'ont pas tenu la craie. Ce n'est pas normal. Et en cela, je pense que la solution est connue. Il reviendra certainement au ministre des Finances et non aux autres départements ministériels d'appliquer la directive du chef de l'État, ce le temps que les caisses de l'État se portent bien. On collecte mieux d'impôts, on paye mieux de la douane et, tant bien que mal, on peut emprunter pour pouvoir résoudre ce problème-là. Donc, il n'est que le ministre des Finances puisse appliquer les directives du chef de l'État. Charles Elie, il faut braver le Gostan. On termine avec vous. Je pense que même si l'éducation est la chose la plus importante au-delà de la santé dans une république, que nos enfants n'aillent pas se faire tuer par une horde de bandits parce qu'ils veulent aller à l'école. Si vous êtes dans une zone où vous ne pouvez pas aller à l'école, n'y allez pas lundi. Maintenant, la réponse doit être appropriée. Et l'État est en train de faire ce qu'il a à faire. J'ai vu au Ghana, il y a ce qu'on appelle le Togoland. En Éthiopie, il y a eu le Tigré. Tout ça a commencé et c'est fini. Pourquoi c'est fini? Parce que là-bas, les premiers ministres qui ont tous eu les prix Nobel de la paix ont cloisonné et ont bombardé. Ils sont parlés dans ce que certaines personnes disent que dialogue... Vous demandez qu'on bombarde alors dans les régions. C'est ce que j'ai dit. J'ai dit ceci. Il faut bien préciser votre pensée. Il y a ce qu'on appelle la politique de la chicotte et de la carotte. L'État du Cameroun a donné des moyens sociaux et des leviers pour que ça s'arrange. Et derrière, cet État a le devoir régalien de protéger les hommes et les biens. Et je termine par dire que dans l'économie de guerre dont parle Prime Nanga, et oui, je suis content et je suis fier que je parle de l'économie de guerre parce qu'il y en a Yaoundé qui en profitent, les ONG en profitent, merci les beaucoup. partis politiques en profitent et même tout le monde dans les côtés économiques. Charles, tout sincère. Quand vous les dénoncez sur vous-même en Charles Elisang, homme politique du RDPC, merci de votre présence sur ce plateau. Charles Dikam, cadre du MRC, ça a été un plaisir de vous avoir. Philippe Nanga, coordinateur de l'ONG Un Monde à Venir, merci d'être venu sur ce plateau. Hilaire Marquer Zipan, président du mouvement progressiste, merci également de votre disponibilité. Notre souhait, c'est que le 5 septembre prochain, tous les enfants, sans distinction de sexe, d'âge, de région, puissent se retrouver dans les salles de classe à partir de 7h30. En tout cas, Canal 2 International va suivre pour vous cette actualité. Tout à l'heure, juste à 19h50, Alain Gislain-Kanga est là pour le grand format du journal. Demain, c'est le sport qui prend le relais. J'aurai le plaisir d'être des vôtres la semaine prochaine pour d'autres éditions. Ce sera bien sûr la rentrée scolaire. Mesdames, Messieurs, bonsoir. Canal 2 International.